Je vais te présenter ces 6 critères. Premièrement, il faut que la personne soit en itinérance absolue, sans abri ou sans logement au moment de l'intégration dans le dispositif. Ces notions sont délimitées par la grille Ethos. Deuxièmement, elle doit présenter une pathologie mentale sévère. Le troisième critère est que le public doit avoir des besoins élevés. Quatrièmement, qui est très important pour la suite de son accompagnement, est que la personne ait la volonté d'acquérir un logement et qu'elle souhaite bénéficier d'un accompagnement vers et dans le logement. Cinquièmement, il faut avoir 18 ans. Et dernièrement, il faut que la personne soit en situation régulière sur le territoire français. Oh là là, voilà quelques termes bien compliqués et vagues. Itinérance absolue, pathologie mentale sévère. Et puis, comment ces critères ont été définis ? Comme indique la vidéo, les 6 années d'expérimentation réalisées sur les 4 territoires métropolitains ont permis de préciser et de délimiter ces critères. Ceci afin de cibler les publics sans abri les plus vulnérables. Ces critères ont été ensuite consignés dans le cahier des charges. Pour le premier critère, voici les définitions qui ont été retenues. L'itinérance absolue est définie par le fait d'être sans domicile fixe depuis au moins 7 nuits et avoir peu de chances de trouver un logement dans le mois suivant. Est considérée comme sans domicile fixe toute personne fréquentant des lieux d'hébergement d'urgence ou des endroits publics ou privés non prévus pour l'habitation, à l'extérieur, dans la rue, dans les parcs, auprès d'entrées des portes, dans les véhicules stationnés, des squats ou des garages. Les personnes ayant quitté l'hôpital dans lequel elles séjournaient depuis moins de 3 mois ou sorties d'un établissement pénitentiaire qui sont sans endroit où aller et qui étaient en situation d'itinérance absolue avant leur séjour, en situation de logement précaire, c'est-à-dire avoir pour résidence principale un foyer d'hébergement d'urgence, un hôtel ou un hôtel meublé, et d'avoir connu au moins 2 épisodes d'itinérance absolue au cours de l'année écoulée, ou un seul épisode d'itinérance absolue, mais d'une durée d'au moins 4 semaines au cours de l'année écoulée. De plus, pour appuyer la délimitation de ce premier critère d'intégration, le cahier des charges des 1 chez soi s'est appuyé sur la grille Ethos développée par la Fédération européenne d'associations nationales. C'est un tableau listant les typologies de l'exclusion liées au logement. Celle-ci est composée de 4 catégories divisées en 13 points. Ainsi donc, le cahier des charges nous indique que notre public cible est celui concerné par les points 1 et 2 de la catégorie des sans-abri et de la catégorie des personnes en situation de sans-logement sur les points 3 et 6. Ici, les personnes considérées comme sans-abri sont définies comme vivant dans la rue ou dans des espaces publics, sans hébergement qui puissent être définis comme local d'habitation. On y retrouve aussi les personnes en hébergement d'urgence qui vivent sans lieu de résidence habituel, qui font usage des hébergements d'urgence. Les personnes évaluées sans logement sont celles en foyer d'hébergement d'urgence et les personnes sortant d'institutions qui n'ont pas de logement disponible avant la libération. D'accord, ces explications m'ont éclairé. Mais en ce qui concerne le diagnostic de pathologie mentale sévère, tu peux m'en dire plus ? Comme dit précédemment, la personne accompagnée doit être porteuse d'une pathologie relevant du groupe diagnostic trouble psychotique. Je te propose une définition simple et complète que j'ai trouvée sur le site www.quebec.ca. Je vous laisse découvrir sur cette diapositive les principales formes de troubles psychotiques. La schizophrénie, les troubles schizoaffectifs et les troubles délirants. D'accord. Donc moi, travailleur social, je constate qu'une personne que j'accompagne présente un de ces troubles. Je te fais un petit écrit, un rapport social en ce sens, et c'est bon. Non, pas exactement. Il faudra nous fournir le certificat médical attestant de ce diagnostic. Ce certificat médical est présent dans le guide d'orientation. Celui-ci, comme tu peux le voir, est succinct et reprend 3 diagnostics. Le principal, le psychiatrique et sur le versant addicto. Dis-moi Seb, cela me paraît compliqué pour une personne qui a un long parcours de rue, et certainement donc pas de suivi médical, d'obtenir ce certificat fait par un psychiatre. Il n'est pas obligatoire que ce soit un psychiatre qui réalise celui-ci. Celui-ci peut être fait par un médecin généraliste. Oui, mais cela peut être quand même compliqué d'amener la personne à réaliser ce certificat médical. Oui, en effet, c'est un accompagnement sur le long terme. Car pour orienter les personnes, il est nécessaire de les connaître, d'avoir créé la relation, de connaître leur parcours
et les partenaires qui l'ont accompagné, voire d'être en lien avec son environnement proche. Car pour rappel, le quatrième critère est que la personne soit demandeuse d'intégrer le dispositif et demande à avoir un logement. Il y a donc un long travail à réaliser avec celle-ci afin de s'assurer qu'elle désire réellement un logement. Il ne faut pas que ce soit le souhait des partenaires ou de la famille qu'elle souhaite être accompagnée en ce sens, c'est-à-dire vers et dans le logement. Il faut aussi obtenir son consentement éclairé sur l'établissement du certificat médical attestant qu'elle souffre d'une pathologie mentale. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle reconnaisse sa pathologie. Donc, il est important de connaître son parcours de soins et de prendre contact avec ceux qui l'ont accompagné. De plus, pour le troisième critère, qui indique que le public visé doit présenter des besoins élevés, il sera nécessaire de faire cette évaluation par le questionnaire MCAS. Il est à remplir autant que peut se faire avec la personne et avec les partenaires la connaissant. Le MCAS? Oui, c'est l'échelle de capacité communautaire Multnomah et c'est une évaluation normalisée de la santé mentale qui évalue plusieurs axes de fonctionnalité de manière indépendante. Ce test a initialement été développé dans le comté de Multnomah, en Oregon, dont il porte toujours le nom. Donc, elle permet de mesurer les besoins de la personne sous différents items. Les obstacles rencontrés au fonctionnement, l'adaptation à la vie quotidienne, les problèmes de comportement. Ça m'a l'air complexe à remplir. Non, pas du tout. Car si tu as fait le travail de lien listé en amont, cela est relativement simple. Je t'explique. Pour chaque item, tu as entre 1 et 6 possibilités. La phrase qui correspond le plus à la personne détermine le score acquis pour l'item. Prenons la question 6, la capacité à gérer son argent. Si la phrase qui correspond le plus à la personne est la 3, c'est-à-dire gère parfois son argent adéquatement, peut acheter de la nourriture, des cigarettes et gérer correctement cet argent, ou gère son argent seul mais avec difficulté, le score à noter sera de 3. Il faudra ensuite additionner l'ensemble de ces points pour avoir le total du MCAS. Il faudra obligatoirement que la somme soit inférieure ou égale à 62 pour que le questionnaire soit validé. Car dans ce système d'évaluation, moins le score est élevé, plus la personne a des besoins élevés. Ouh là là, tu as failli me perdre, mais je crois que j'ai compris. Car si je regarde les numéros attribués à chaque phrase, les plus petits pointent les inadaptations, les incapacités, les problématiques. Oui, en résumé, c'est cela. Ok, bon. Il faut que je connaisse bien la personne, comme cela j'obtiens son adhésion pour le futur accompagnement de l'équipe du chez-soi. Et je m'assure qu'elle souhaite bien un logement. Il faut qu'elle soit majeure et en situation régulière sur le territoire français. Et en bonne professionnelle que je suis, j'ai réalisé un lien partenarial bio-psychosocial et j'ai donc pu avoir une anamnèse de son parcours. Du coup, je remplis le MCAS avec elle autant que possible, avec mon équipe et les professionnels qui la connaissent. Pour le certificat médical, je vois avec son médecin traitant, si elle en a un, avec le CMP, si elle est ou a été suivie et voire je me rapproche des hôpitaux où elle a été hospitalisée. Du coup, c'est pas si simple d'orienter vers le dispositif. Faut être une structure spécialisée pour le faire. Non, toute personne, professionnelle ou non, peut être à l'initiative de l'orientation. Mais, comme certaines démarches demandent des compétences particulières, pour fluidifier les choses, il était préconisé dans le cahier des charges de mandater et de catégoriser les dispositifs orienteurs en 2 entités comme ceci, les équipes d'orientation et les partenaires de repérage. Ah, d'accord. Mais pourquoi avoir créé 2 catégories ? Car comme tu l'as fait remarquer, les protocoles et les modalités d'orientation ne sont pas accessibles à tout le monde. En exemple, il est nécessaire de finaliser l'orientation sur le SI-SIAO. Pour ce faire, il est obligatoire d'avoir un accès à la plateforme du SIAO et d'y être accrédité. Pour le certificat médical, il faut avoir des liens, des connaissances avec le réseau partenariat de la santé. Et le MCAS demande un minimum de compétences et de savoir-faire. Les équipes d'orientation sont les dispositifs les plus équipés à la réalisation de toutes ces démarches. Ils sont donc des facilitateurs auxquels les partenaires de repérage peuvent s'adresser et collaborer pour constituer le dossier d'orientation.
Les équipes d'orientation sont aussi les dispositifs les plus à même à rencontrer le public visé du chez-soi. On y retrouve les équipes mobiles de psychiatrie, les permanences d'accès aux soins de santé, les services médico-psychologiques régionaux et les équipes mobiles en addictologie. Ils sont donc des facilitateurs auxquels les partenaires de repérage peuvent s'adresser et collaborer pour constituer le dossier d'orientation. On y retrouve toute personne, professionnelle ou non, comme le SAMU social, les CCAS, les boutiques de solidarité et toute autre structure et association travaillant avec notre public cible. Les coordonnées des équipes d'orientation sont d'ailleurs dans le guide. Dans le guide? Oui, c'est un document que nous avons créé qui reprend toutes les modalités et tous les protocoles d'orientation. Il est fourni avec l'ensemble des documents aux partenaires qui le demandent. Pour résumer, si j'ai bien compris, pour orienter une personne vers le dispositif, je suis un partenaire de repérage ou une équipe d'orientation. Je lui explique le dispositif, je m'assure que sa volonté est d'avoir un logement et qu'elle veut être accompagnée en ce sens, et lui fais donc signer le document idoine. Je lui indique qu'il va être nécessaire qu'un certificat médical en son nom et en sa faveur stipulant qu'elle a une pathologie de santé mentale soit établi. Je remplis le MCAS avec son aide et celle des professionnels la connaissant. J'inscris sa demande au SI-SIAO. Oui, et tu envoies le dossier d'orientation donc composé du certificat médical attestant d'une pathologie mentale sévère, du questionnaire MCAS complété et de la demande de la personne. Tu les envoies à cette adresse mail orientation@unchezsoidabord.re ou par voie postale. L'adresse est indiquée dans le guide. Et il se passe quoi après? Le certificat médical est étudié par notre psychiatre, puis la candidature passe dans les commissions du SIAO. Il y en a une tous les 15 jours. Une fois que tout est validé, l'équipe rencontre la personne pour amorcer son accompagnement et lui trouver un logement. C'est super! Mais si elle ne rentre pas dans le dispositif, que se passe-t-il? Son dossier sera automatiquement réévalué par le SIAO pour lui trouver la solution qui lui correspond le mieux. Tu as des questions, Nathalie? Oui, bien sûr. Au bout de combien de temps vous rencontrez la personne? Cela va dépendre de la situation. Dès validation de la commission, nous nous rapprochons des professionnels qui ont orienté celle-ci pour la rencontrer dès la semaine suivante. Mais, dans certains cas, la personne a été perdue de vue ou n'a pas de moyen de contact. Donc nous utilisons des méthodes de travail de rue pour la retrouver. Dis-moi, dans mes souvenirs de la vidéo, vous êtes censé fournir un logement rapidement. En combien de temps? En effet, c'est le deuxième principe du chez-soi et nous devons proposer un accès au logement en 8 semaines. À La Réunion, comme sur beaucoup d'autres sites, nous rencontrons des difficultés de captation de logement. Et selon les zones de l'île, cela nous est impossible de respecter cette temporalité. Comment vous faites alors? Sur le territoire métropolitain, les chez-soi proposent des nuitées en hôtel. Mais à La Réunion, cela est financièrement compliqué à réaliser. Pour y pallier, nous proposons des logements de transition. Nous en avons acquéri 2. Un T4 sur le Tampon et un T3 sur Saint-Benoît. Nous sommes actuellement à la recherche d'autres appartements de ce type sur la zone ouest et nord. Ces logements sont entièrement meublés et sont en colocation. Les personnes occupent ce logement le temps de la captation du bien locatif demandé. Nous proposons de même aux personnes d'accéder à un logement hors de la zone voulue avec un déménagement prioritaire vers celle désirée. Tout à l'heure, tu parlais de gestion locative adaptée. Qu'est-ce que donc? La gestion locative adaptée, qui est portée par l'association Allons dehors, est constituée d'un chargé de gestion locative qui va s'occuper des captations de logements sur toute l'île, que ce soit avec les bailleurs sociaux, les agences ou les particuliers. Nous priorisons les bailleurs sociaux, car les glissements de baux se réalisent plus facilement avec ceux-ci. Le chargé de gestion locative va aussi s'assurer que le loyer soit adapté aux ressources du locataire. Cela ne doit pas dépasser 30% de son taux d'effort. La gestion locative adaptée ou GLA du un chez soi applique ce qu'on appelle la compensation de loyer. Ainsi donc, si celui-ci est au-dessus de son taux d'effort, la GLA ne lui facture que le loyer adapté. Pour exemple, une personne titulaire du RSA, face à un loyer qui est normalement à 550 €, ne paiera qu'au maximum 350 €. L'équipe éducative s'assurera en parallèle de réaliser,
avec le locataire et avec son consentement, les démarches lui permettant de réadapter ses ressources et ou de retrouver un logement plus adapté à ceux-ci. Dans le souci de séparer la relation éducative et la gestion financière du logement, pour qu'il n'y ait pas d'interférence et d'appliquer le droit commun, c'est lui qui se charge de récolter les loyers. Dans la GLA, il y a des agents techniques qui réaliseront tous les travaux considérés à la charge du propriétaire. Et si c'est nécessaire, ils réalisent le lien avec les bailleurs. Dans l'équipe socio-éducative du chez-soi, il y a aussi un agent technique qui lui se chargera d'aider à faire ou de faire les travaux à la charge du locataire. De plus, la GLA, pour faciliter l'entrée en logement des personnes, propose gratuitement un kit d'installation. Dans celui-ci, on retrouve ce que l'on nomme les meubles de première nécessité, tels qu'un frigo, une machine à laver ou encore un lit. C'est top pour les personnes accompagnées. Car c'est vrai que l'entrée en logement apporte généralement beaucoup d'angoisse sur ces questionnements du comment je vais meubler, comment je vais payer mon entrée. Oui, c'est pour cela que la gestion locative à l'entrée n'oblige pas la personne à payer son mois courant et sa caution. Elle donne ce qu'elle peut. Puis, un plan d'appurement est mis en place. Là, l'équipe éducative travaille avec le locataire à trouver les solutions les plus adaptées à l'appurement de ce plan, comme la demande de FSL, l'orientation vers les épiceries sociales, un accompagnement éducatif et budgétaire. Et dis-moi Sébastien, comment vous faites pour déterminer l'ordre des entrées ? Dans un souci d'impartialité, il est recommandé dans le cahier des charges de procéder aux entrées selon l'ordre chronologique d'arrivée des demandes. La temporalité de l'accompagnement est-elle déterminée ? Non, nous accompagnons autant que nécessaire. Mais bien sûr, nous veillons à ce que les locataires acquièrent le pouvoir d'agir au plus vite et dans tous les domaines. Nous mettons tout en place pour que cela se réalise en respectant le rythme de la personne. Nous pouvons voir des locataires dont les situations administratives, financières et dont les capacités à gérer le quotidien au logement se stabilisent et se pérennisent en quelques mois, mais qui souhaitent tout de même une présence, un soutien socio-éducatif. Nous leur proposons alors le glissement de bail à leur nom et nous continuons l'accompagnement en fonction de leurs besoins. L'accompagnement est là, bien souvent, beaucoup moins intensif qu'au début. Et à contrario, il y a des personnes qui très rapidement n'ont plus besoin d'accompagnement socio-éducatif, mais dont la situation administrative ne permet pas de glissement. Celles-ci restent en IML avec accompagnement à la demande. Certaines personnes peuvent aussi bénéficier d'une entrée en bail direct. Sébastien, ton explication des troubles psychiques était superbe. Mais j'ai quand même un peu un doute sur ce que j'en ai compris. Si je dois expliquer les troubles psychotiques à une personne que j'accompagne, je suis pas sûre de trouver les bons mots. Eh bien, cela tombe bien. J'ai en ma possession une vidéo qui simplifie bien les termes de troubles psychotiques. Tu pourrais même la montrer aux personnes accompagnées. Tu trouveras le lien dans la diapo suivante. Mais comment ça se passe si la personne est orientée en rupture de droit ? Doit-elle régler à son entrée la totalité des frais d'accession à un logement ? Non, ce n'est pas une condition pour accéder au logement. Mais il serait préférable que le partenaire orienteur s'assure que cette personne ait des droits ouvrables ou en cours d'acquisition. Un accompagnement se mettra en place une fois l'intégration dans le dispositif effectuée et des solutions seront trouvées. Sébastien, ça fait beaucoup d'informations tout cela. Vous avez un outil sur lequel je peux m'appuyer pour présenter le dispositif au public ? Bien sûr, nous avons créé un livret qui est à la fois en français et en créole qui servent de support pour expliquer le dispositif et ses modalités d'entrée. Nous le fournissons d'ailleurs avec le guide. Nathalie, as-tu d'autres questions ? Pas pour l'instant, mais si jamais j'en ai qui en vient, comment je fais ? Nous avons un livret à l'attention des partenaires sur lequel se trouvent nos coordonnées. Il suffira donc d'envoyer un mail ou de nous appeler. J'espère avoir pu te renseigner sur le chez-soi d'abord et que ce soit plus clair. N'hésite pas à cliquer sur les liens que je te mets pour compléter les informations ou te les remémorer. À bientôt. À bientôt. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître le dispositif. Et prendre contact avec nous.